Bonjour à tous. Quelle est l'implication réelle du Conseil départemental dans la gestion de la crise sanitaire? Que faire de plus pour inciter nos compatriotes à se faire vacciner? Comment rassembler cette Guadeloupe aujourd'hui si divisée et fracturée? Guy Losbar, le président du Conseil départemental, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Guy Losbar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 209 morts au CHU de Guadeloupe pour ce seul mois d'août 2021. Il fallait s'y attendre, hélas. Comme vous dites, hélas, il fallait s'y attendre, puisque vous savez, dès ma prise de fonction, mon premier déplacement a été de visiter le CHU et les discussions, les échanges avec les différents médecins m'ont permis de comprendre quelle était la situation et que nous allons vers cette catastrophe. J'ai eu l'occasion, moi-même, en tant que président du département, à informer, à inciter la population à pouvoir se vacciner en disant que sinon, nous aurons une catastrophe, beaucoup de morts. Ouais. Et puis à l'époque, à ce moment-là, il y avait même un déni concernant le virus. Beaucoup disaient qu'il n'y a pas de virus, alors que depuis quelques semaines, tous, on a un cousin, un frère, un collègue qui est en situation de contamination. Mais le problème qu'il y a, c'est que depuis quelques semaines, ce n'est pas seulement être contaminé, mais ce sont donc des décès. Ouais. Aujourd'hui, toutes les familles guadeloupéennes sont concernées. Dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, on a des membres d'une collectivité, on a des membres d'une entreprise qui sont concernés par cette pandémie, par ce virus. Et voilà, quels que soient les efforts que pourrait faire au niveau donc, des hôpitaux, puisqu'on a vu sur 22, ensuite 42, 70, plus d'une centaine donc, de lits en réanimation. Mais vous savez, lorsque vous avez plus de 2000 contaminations par jour, on sait très bien que mathématiquement, statistiquement, qu'il y a 1% donc, des contaminés qui décèdent, et d'où cette catastrophe que nous avons aujourd'hui. À ces familles qui ont perdu un proche, au personnel soignant qui affronte cette vague de Covid avec courage, que dites-vous? Bien, déjà, à ces familles qui ont perdu un proche, donc j'adresse toutes mes condoléances et tout le soutien, l'accompagnement pour ces différentes familles. Je salue aussi le travail des infirmiers, des soignants, des médecins. Et il faut se dire, lorsqu'on va dans ces établissements, on constate toute leur détresse, puisqu'ils ont l'habitude de soigner. Ils n'ont pas l'habitude de voir autant de décès en une journée. Et surtout, on a vu, de par les conditions, parfois être amenés à faire donc, des choix de vie. Donc vous comprenez toute cette détresse à toutes ces personnes. Et concernant donc, les familles, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler au niveau donc, du conseil départemental avec la commission promotion de la santé présidée par Marie Zedzol pour qu'ils puissent avoir une cellule psychologique sur l'ensemble des communes, sur les 32 communes de la Guadeloupe, de voir comment cette cellule pourrait accompagner, puisque vous savez que dans une famille, lorsqu'on perd un membre, deux membres, plusieurs membres, parfois père et mère, parfois père et mère et enfants, mécaniquement, forcément, cela a des conséquences sur la vie, cela a des conséquences sur ces êtres. 93% de ces patients décédés n'étaient pas vaccinés ce mois-ci au CHU de Guadeloupe. Les prises de position se multiplient pour encourager les Guadeloupéens à se faire vacciner. Vous-même, vous avez été l'une des premières personnalités politiques de notre département à vous exprimer publiquement en ce sens. Il faut faire preuve de courage. Mais effectivement, moi je l'ai toujours dit, je suis un homme politique, mais de par l'amour que j'ai pour mon pays, mais aussi des convictions sur un certain nombre de choses. Et chaque fois que, de par mes fonctions, il y a une responsabilité à prendre, je n'hésite pas. Quand il fallait, concernant les écoles, je me disais quel devait être le danger, donc j'ai pris position alors que tout le monde pensait autre chose et par la suite les choses se sont révélées en ce sens. De même que pour cette situation donc, de pandémie, aujourd'hui, compte tenu donc, de l'évolution de la médecine, on sait qu'il n'y a pas de traitement pour Covid, quelles que soient les suppositions autres, qu'il n'y a pas de véritable traitement et qu'en fait, c'est la vaccination qui peut amener à pouvoir se protéger. Et d'autant plus que les éléments montrent qu'on parle d'essai et tout, il y a tout un processus pour qu'un vaccin soit validé. Tous ces processus ont été respectés, en ce sens que très tôt, j'ai pris position et en amenant, en demandant à la population de pouvoir se vacciner. Mais au-delà de cet appel,
très rapidement, on a mis en place un comité de pilotage qui se réunit tous les lundis, et nous sommes, je crois, à la 5e ou 6e réunion. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'il puisse y avoir une stratégie de proximité. Au-delà donc des messages du gouvernement, nationaux, ARS, etc., cela ne correspondait pas à la réalité, cela ne correspondait pas à notre culture, à notre façon donc de réagir. Donc une communication de proximité, mais aussi des actions de proximité, des centres de vaccins qui soient beaucoup plus près de la population. Quand quelqu'un se Bertrand, vous comprenez, s'il doit aller auprès de l'aéroport ou quelqu'un de près de toi. Donc c'est pour cela qu'avec l'association des infirmiers, l'association des pharmaciens, des médecins, nous avons mis en place tout un ensemble d'actions pour que la population soit informée, puisse mieux comprendre, puisqu'il faut être conscient qu'il y a une angoisse, qu'il y a une peur légitime par rapport au fait de se faire vacciner ou pas, pourquoi un vaccin aussi rapide, on parle de ADN, d'ARN, de protéines, tout un ensemble donc, de termes techniques. Il faut expliquer et mettre en confiance. Voilà, il faut expliquer et mettre en confiance. C'est pour ces raisons qu'avec des médecins guadeloupéens, mais aussi de la diaspora guadeloupéenne, comme Serge Romana, comme Gordienne, comme le professeur Mathurin, nous avons mis en place tout un site d'information. D'abord avec les élus, puisque pour qu'ils puissent être imprégnés de cette situation, mais avec la population, avec des collectivités, pour que chacun puisse avoir cette possibilité, en fonction de ses craintes, de pouvoir poser des questions et avoir des réponses et faire son choix. Face au drame que nous vivons, Guy Losbar, chaque élu doit prendre ses responsabilités et appeler clairement à la vaccination du plus grand nombre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, chaque élu doit prendre sa responsabilité et dès lors qu'il est convaincu que c'est cette solution et qu'il n'est pas avoir peur ou pas en fonction de ce qui se dit ou pas, puisque moi-même, dès lors que j'ai pris cette décision, j'ai annoncé, j'ai demandé à la population de se faire vacciner. Effectivement, je me fais fustiger sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je pars du principe, j'être en harmonie avec mes convictions, j'être en harmonie avec mes fonctions et mes responsabilités. C'est mon rôle aujourd'hui. Et je salue le fait qu'il y ait une prise de conscience collective aujourd'hui, puisqu'on a vu d'autres personnalités politiques, enfin je citerai comme Luc Renette, qui est quand même une figure donc, de la lutte nationaliste au niveau de la Guadeloupe, des organisations politiques comme le PLG, tout un ensemble donc, de citoyens qui font un appel à la vaccination. Donc je me satisfais qu'aujourd'hui, que d'autres personnes puissent emboîter le pas et faire en sorte que nous puissions avancer dans ce domaine. Avec le président de région, vous n'êtes pas épargné sur les réseaux sociaux, vous en parliez à l'instant, vous n'êtes pas épargné par les anti-vax et anti-pass. On a vu une pétition réclamant même votre démission. Il en faut plus pour vous affecter? Mais comme je vous ai dit, moi je suis en harmonie avec mes convictions et à partir du moment où je suis convaincu, et puis c'est pas surprenant qu'il y ait un tel déferlement. En plus, comment demander une annulation des élections alors qu'il y a moins de mois que la population s'est clairement exprimée? Nous sommes dans une démocratie. Et j'ai eu l'occasion de dire, moi je privilégie l'amour pour mon pays, l'amour pour les Guadeloupéens. Et ce fardeau de la haine, je la laisse aux autres parce qu'il est trop lourd pour porter. Donc moi, je préfère l'amour de mon pays plutôt que tout ce flot de haine qu'il faut reconnaître est parfois incompréhensible et exagéré. Mais cela ne peut que me conforter dans ma démarche, dans mes convictions et continuer à agir en ce sens. Cette violence, puisque c'en est une, doit être dénoncée, condamnée. Cette violence doit être dénoncée, doit être condamnée, mais je profite également pour lancer un appel à l'unité, un appel au rassemblement, puisque quel que soit le pays, lorsque nous sommes en situation de crise, lorsque nous sommes en situation de catastrophe, les peuples, la population se rassemble, même dans une famille, même s'il y a des frères, des tantes qui ne s'entendent pas, quand il y a un décès, tout le monde se met autour et se rassemble. Donc c'est ce que je voudrais, puisque aujourd'hui, vous disiez le nombre de morts par semaine, il est nécessaire qu'on puisse se rassembler et non pas avec ces fractures entre les pour-vaccins, contre-vaccins, etc. Moi qui défends, qui mets en place des actions, une communication pour la vaccination, je comprends qu'il puisse y avoir des réticences, que certaines personnes hésitent pour se faire vacciner. Il nous appartient de pouvoir les rassurer, mais non pas qu'ils puissent avoir cette opposition. De même qu'on voit qu'il y a un autre thème, c'est concernant
opposition vaccin et remèdes gaziers, médecine traditionnelle, tous. De par notre culture, notre histoire, nous avons grandi avec les plantes médicinales, les TPI, enfin, etc. Donc il ne s'agit pas non plus de pouvoir opposer cela, médecine traditionnelle et médecine moderne. Il faudra tirer les leçons de cette crise, j'imagine. Vous qui prônez avec le GUSR plus de responsabilités, davantage de pouvoir de décision au plan local, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, cela doit concerner également notre politique sanitaire et de santé? Oui, je pense qu'au-delà du nombre de décès, au-delà de ce traumatisme que va créer cette crise, il va falloir tirer les leçons. Je disais cette nécessité de voir qu'on puisse comprendre que nous devrions être rassemblés unis dans pareilles circonstances, mais aussi prendre conscience d'une réalité. Prendre conscience d'une réalité. Pourquoi? Il faut qu'on puisse, en termes de santé, revoir les stratégies. Et ce sera surtout notre rôle au niveau donc, du département. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire en sorte que, quel que soit le problème, qu'on ne soit pas forcément obligé de se retrouver au CHU ou dans un établissement. Parce qu'autrefois, les dispensaires remplissent un rôle. Or, nous avons pratiquement dans chaque commune un dispensaire. Donc, il faut là aussi que nous puissions revoir cette organisation de la santé, cette promotion donc, de la santé sur l'ensemble du territoire. Nous l'avons vu pour la vaccination, il fallait une stratégie de proximité. Cette stratégie de proximité permet de mieux faire comprendre, de mieux faire passer ce message. Et je pense que cette crise doit pouvoir nous faire prendre conscience qu'il faut mettre en place une autre stratégie. Je prendrai le cas des concentrateurs d'oxygène. Oui. Il est tout à fait anormal qu'on puisse se retrouver en pénurie de concentrateurs d'oxygène, puisqu'il est vrai qu'il y a la crise liée à cette pandémie. Mais nous sommes un territoire à risque sismique, risque volcanique, risque de tsunami. Donc nous devrions avoir un stock d'alerte concernant les concentrateurs et peut-être d'autres équipements. Il appartiendra ensemble de voir quels sont les équipements fondamentaux qu'il faut pouvoir maîtriser, avoir un stock d'alerte, mais aussi avoir un système d'approvisionnement beaucoup plus rapide pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans cette situation. Puisqu'aujourd'hui, c'est Covid, demain ce sera un autre problème, donc il nous appartiendra d'agir. Donc pour cela, il faut tirer donc les leçons de ce que nous vivons aujourd'hui. Et le département prendra toute sa part dans cette démarche? Le département prendra toute sa part dans cette démarche et d'ailleurs, très rapidement, au lendemain donc, de cette quatrième vague, je ferai appel à des médecins, à tout un ensemble donc, de sociologues de la santé pour qu'ensemble, qu'on puisse mettre en place une véritable stratégie sur plusieurs mois, sur plusieurs années, de voir comment reconcevoir nos dispensaires, voir comment, même en accord avec les médecins donc, de ville, les infirmiers, les pharmaciens, puisqu'on a vu lorsque les pharmaciens qui se sont impliqués avec nous, comment on a pu améliorer en termes de vaccination, puisque dans chaque territoire, sur chaque commune, nous avons donc des pharmaciens, voir aussi qu'il n'y ait pas cette rivalité entre médecine traditionnelle et médecine remède gazier, comme on dit, comment restructurer les choses, comment expliquer, comment amener cette complémentarité, mais en tout cas faire une médecine beaucoup plus proche et plus adaptée à nos réalités. Très bien. Les exécutifs donnent le sentiment, Guy Losbar, de subir le gouvernement et les services déconcentrés de l'État sans capacité de hausser le ton pour se faire respecter. Ce n'est pas la réalité? Non, ce n'est pas tout à fait la réalité. Parce que, comme vous le dites, c'est une compétence qui est au niveau donc, de l'État. Mais comme je vous dis, moi, je suis un militant politique pour la domiciliation du pouvoir local. Donc, vous comprenez parfaitement, toutes les stratégies ne seront jamais adaptées à nos spécificités et à notre réalité. Je vous disais il y a un instant concernant les concentrateurs pour l'oxygène, mais aussi il faudrait que nous ayons une organisation donc, de la santé, il faudrait que nous ayons des équipements, il y a tout un ensemble qui soit mieux adapté à notre réalité. Et c'est pour cela, très rapidement, en tant que président du département, j'ai initié ce comité de pilotage tous les lundis avec les médecins, avec le CHU, avec les infirmiers, avec les pharmaciens, de manière à ce que nous ayons notre propre stratégie et notre regard sur comment organiser la santé,
comment mettre en place des stratégies pour mieux soigner. Mais le but, ce n'est pas seulement d'avoir un regard, surtout en tant que politique aujourd'hui, politique qui est en charge, donc le département, c'est de pouvoir agir également. Et sur cela, on doit pouvoir évoluer, faire en sorte que les collectivités, en tout cas, puissent mieux se faire entendre, mais pas seulement entendre, puisque je suis quelqu'un d'action, que nous puissions mettre en place de véritables stratégies adaptées à nos réalités et avec des objectifs qui nous concernent. Très bien. Se faire respecter. Quand on voit la réponse du ministre des Outre-mer aux dernières demandes en faveur du monde économique, on peut se poser des questions quand même. Donc se faire respecter. Mais vous savez, si à chaque fois que vous vous trouvez en situation, vous avez un problème, il faut appeler au gouvernement, il faut appeler à l'État. Donc forcément, celui qui finance, celui qui organise a ses prérogatives et ses propres stratégies. C'est pour cela, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds de solidarité au niveau de la Guadeloupe, qui serait financé par les propres Guadeloupéens, de manière à ce que lorsque nous soyons en situation, que nous soyons beaucoup plus réactifs et que nous puissions compter sur nos propres moyens. Et aujourd'hui, on doit être dans cette démarche, qu'on soit au niveau d'une commune, qu'on soit au niveau d'une collectivité, mais au-delà des collectivités, qu'on soit un Guadeloupéen. Il doit pouvoir se dire, moi je me prends en charge par rapport à tel problème. Et non pas se dire, Kamela a fait pour moi, qu'a président là, ou encore qu'a l'État a fait pour moi. Tant que nous serons dans cette démarche, nous ne serons pas dans cette démarche de responsabilité, ce sera difficile pour nous de se faire entendre, mais surtout de se faire respecter. Très bien. L'exemple en la matière, c'est Saint-Barth. Saint-Barth en particulier, pas sur tous les la points, relation avec mais l'État. je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens, de potentiel que nous n'arrivons pas à activer parce que nous n'en avons pas toujours conscience. Puisqu'il ne faut pas, trop souvent, le rapport avec le national et tout, c'est un rapport de handicap, un rapport de rattraper un retard, alors que nous avons donc des potentialités, alors que nous avons donc des atouts, mais pour cela, il faut que nous en soyons conscients. Et au-delà de la conscience qu'on doit avoir, il faudrait que nous soyons prêts à pouvoir mettre en place nos propres stratégies guadeloupéennes. Parfait. La rentrée scolaire est donc reportée au 13 septembre prochain. Vous pensez sincèrement, Guy Losbar, que les conditions seront réunies d'ici là pour garantir à nos enfants un retour en classe sans risque et sans bras de fer avec les parents d'élèves? En tout cas, si les conditions ne sont pas réunies le 13, ils n'auraient pas pu être réunis donc le 1er ou le 2 tel que c'était prévu. Donc c'est pour cela qu'après concertation, l'Association des maires, régions et départements, nous nous sommes engagés à ce que la rentrée soit reportée. Mais au-delà du report de la rentrée, donc ce que nous voulons, c'est que les différents acteurs, les principaux, les associations de parents et les organisations syndicales puissent travailler ensemble pour voir comment puisse être effectuée cette rentrée. Et je ne pense pas que ce travail de concertation a commencé. C'est un travail de concertation, mais c'est surtout fidèle à mes principes, à mes convictions. Il faut que les acteurs locaux puissent aussi concevoir, définir les choses ensemble, bien sûr en lien avec le rectorat, et non pas simplement attendre donc, des prérogatives au niveau donc, du rectorat. Donc c'est pour cela que nous voulons qu'ils puissent se réunir, se rassembler et ensemble voir comment mettre en place un dispositif, mettre en place des procédures pour que les choses puissent se faire en toute quiétude pour les enfants, tout en considérant qu'on ne peut pas repousser la rentrée indéfiniment. Cette concertation a déjà démarré? Oui, il y a eu, je crois, actuellement, il me semble qu'au niveau donc, du département, nous avons le président de la commission, Henri Angélique, a une concertation avec l'ensemble donc, des proviseurs. Et il appartiendra à chaque acteur de pouvoir se faire entendre, puisque nous sommes dans un monde, si vous ne vous faites pas entendre, il faut aussi qu'on puisse faire bousculer les choses. Au niveau des collèges qui relèvent de votre compétence, où en êtes-vous? Tout sera fin prêt? Donc au niveau donc, des collèges, comme je vous disais, nous avons actuellement une réunion avec les 42 responsables donc, des collèges, avec les services du département, de manière à ce que nous puissions faire une rentrée, quelles que soient les conditions, mais le mieux possible pour nos enfants. Il y a donc la rentrée scolaire, il y a aussi la crainte d'une rentrée sociale un peu agitée. Les syndicats devraient marquer une trêve. En fait, vraiment, j'appelle de mes voeux à ce qui est prêt, puisque aujourd'hui, quand vous faites une grève générale, mais donc ce sont moins de soignants, moins d'infirmiers, moins de médecins s'ils participent à la grève.
j'ai reçu un préavis au niveau donc, du SDIS sur tout un ensemble de revendications. D'ailleurs, nous avons déjà eu une première rencontre avec les organisations syndicales où nous leur avons dit que nous sommes conscients de cela. Je viens de prendre les fonctions au niveau donc, du département. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions faire l'inventaire des situations, des casernes, les aménagements nécessaires, les équipements nécessaires, mais aussi les conditions de travail des sapeurs-pompiers. Nous sommes dans cette démarche. Il y a déjà une première rencontre et même là, je les avais conviés donc, dans une réunion avec la commission. Nous sommes dans ce matin, j'étais à Pointe-Noire pour la pose de la première pierre d'une caserne à Pointe-Noire. Il y a 15 jours, nous nous sommes engagés pour cette caserne au niveau donc, de Sainte-Rose. Et nous ferons le point sur l'ensemble du territoire parce que, pour ne pas me répéter, il y a trop de risques en Guadeloupe. Nous sommes assujettis à tous ces risques. Et vous savez, celui qui est en première ligne, ce sont les sapeurs-pompiers. Donc, il nous appartient de les mettre dans les conditions meilleures pour pouvoir travailler. Mais ce que j'explique, nous sommes en pleine crise aujourd'hui. Et on voit dans cette crise, ne serait-ce que pour acheminer les malades vers l'hôpital, ne serait-ce que pour intervenir dans les différents quartiers, l'importance des sapeurs-pompiers. C'est pour cela que je dis, non, les conditions ne sont pas réunies pour une grève générale. Nous devrions plutôt parler de trêve générale aujourd'hui pour qu'on puisse se rassembler. Et cela ne dit pas qu'on met de côté tout un ensemble de problèmes, mais qu'on se donne le temps, qu'on puisse les régler. Certaines vont demander des implications budgétaires, certaines vont demander une programmation, une planification. Je suis dans cet état d'esprit, je suis dans cette démarche. Parlons à présent du dossier de l'eau. Le syndicat mixte sera installé à la date annoncée, autrement dit le 1er septembre. Le GUSR a défendu cette articulation. C'est une satisfaction pour vous ? Oui, c'est une satisfaction. Nous avions toujours défendu cette volonté qu'il puisse y avoir une structure unique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité de territoire à l'autre. Nous voulions que ça soit un projet issu donc, du CTAP, en fait, tout un ensemble de choses. Aujourd'hui, il y a eu une loi. Ce qui est important, c'est qu'au 1er septembre, il va y avoir une structure et il appartiendra à cette structure de mettre en place les stratégies nécessaires, de mettre en place l'investissement, puisqu'on sait qu'il y aura un volume d'investissement très important, mais surtout de faire en sorte que dans les mois à venir, que l'eau puisse couler dans tous les robinets, oui. Faire en sorte que l'eau ne soit pas un obstacle au développement économique, puisque lorsque les hôtels n'ont pas d'eau, forcément cela est pénalisant pour le développement touristique. Lorsque à Jarry il n'y a pas d'eau, c'est pénalisant pour le développement économique. Donc tous ces objectifs puissent être atteints. Je sais très bien que ce n'est pas du jour au lendemain, il ne faut pas que les Guadeloupéens puissent s'attendre à ce que le syndicat soit créé le 1er septembre et que dès le mois de septembre ou même le mois de novembre-décembre, qu'il n'y ait plus de problème d'eau. Mais ce qu'il faudrait, c'est que nous soyons dans cette perspective. Il faut que nous puissions croire dans nos possibilités. Il faut que nous puissions croire dans les atouts que nous avons. Et aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que souvent, au-delà des élus, mais les Guadeloupéens ne croient pas forcément dans les élites, ne croient pas forcément dans les responsables et ne croient pas forcément en eux-mêmes. Or, pour pouvoir avancer, pour se développer, il faut qu'on puisse croire dans nos possibilités, dans nos atouts et de dire que demain peut être meilleur. Très bien. S'agissant de ce syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement, tout n'est pas réglé pour autant, au-delà de la création qui sera effective. Quid du personnel et de la répartition de la dette du SIAG ? Non, en fait, aujourd'hui, ce qui avait été convenu, ce qui avait été demandé, aucun personnel ne sera de côté, puisqu'il va y avoir un transfert. Les différentes collectivités, je prends le cas par exemple au niveau de la CNBT. Hier soir, nous avons un conseil communautaire où les 34 personnes de cette cause seront au niveau de la CNBT ensuite transférées à CEMO. Les 8 qui concernent la CNBT pour le SIAC de même et ceux même qui étaient dans ces services au niveau donc, de l'eau et l'assainissement. Donc concernant le personnel, il n'y aura pas de souci de licenciement ou autre. Ce qui est important, c'est qu'après, une fois que toutes ces personnes seront dans la même structure, qu'il faut une véritable organisation, une véritable administration. On sait qu'il va y avoir donc des départs volontaires, qu'il va y avoir un plan. Mais ce qui est important, c'est que les choses puissent se faire en toute concertation avec les organisations syndicales et vraiment dans un esprit d'apaisement. Et le vrai changement dans les robinets, ce sera pour quand? Mais le vrai changement, vous comprenez parfaitement que c'est difficile pour moi, sinon
de vous dire ce sera à partir de tel mois, enfin, etc. Mais je crois que les choses se feront au fur et à mesure. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on verra que l'eau coule dans tous les robinets, mais c'est que du jour au lendemain que les choses pourront se faire, d'autant plus que nous sommes tous concernés, les acteurs politiques concernés. Aujourd'hui, c'est ce syndicat, il y a un conseil de surveillance avec des personnalités, avec des organisations syndicales, avec des représentants des associations de défense de l'eau, pour qu'ensemble, que nous puissions faire avancer. J'insiste vraiment sur cette nécessité d'unité des Guadeloupéens, et au-delà de cette nécessité d'unité, c'est qu'on puisse croire en nous-mêmes, croire en nos possibilités, mais croire aux Guadeloupéens, puisque si on ne croit pas dans nos atouts, dans notre capacité donc de faire, mais si on ne croit pas non plus dans ses collaborateurs, dans ses élites, dans ses collègues, nous ne pourrons pas y arriver. Le lionnage est effectif et, j'allais dire, efficace entre vous et le président de région? Donc nous avons annoncé au cours de cette campagne cette nécessité qu'il puisse y avoir un contrat de convergence, de gouvernance au niveau donc, des deux collectivités. Effectivement, le fait qu'il y ait cette pandémie aussi bien région que département, nous sommes totalement concentrés sur cet aspect puisqu'il faut éviter que cela soit une véritable catastrophe. Mais il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nous travaillons déjà. Je citerai par exemple au niveau donc, de la filière bovine, nous avons eu une réunion commune au niveau de la Chambre d'agriculture pour faire en sorte que cette filière soit restructurée et au mois de novembre, on doit pouvoir présenter les premiers travaux et la stratégie qui sera définie pour les mois et les années à venir. Vous êtes optimiste, Guy Losbar, en dépit du contexte anxiogène, sombre? Il est vrai que nous avons un contexte anxiogène sombre et autres, mais je suis quelqu'un d'optimiste, puisque si vous ne pensez pas que vous pouvez améliorer les choses, si vous ne pensez pas que vous puissiez faire en sorte que demain soit meilleur, à ce moment-là, on n'a pas le droit de s'investir en politique, on n'a pas le droit d'être responsable d'un parti, puisque moi, si j'ai cette responsabilité, c'est bien sûr parce que je crois dans mon pays, je crois dans les Guadeloupéens, et surtout, je crois dans notre capacité de faire en sorte que demain soit meilleur. Guy Losbar, merci d'avoir répondu à nos questions dans Franc Parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Éclair TV.